que nos peuples n'existent pas. Mais en vérité, c'est une inversion accusatoire. Parce que c'est le peuple français qui n'existe plus. La France, c'est l'Hexagone. Et l'Hexagone n'existe pas. L'Hexagone s'est construit sur le dos des peuples bretons, alsaciens, basques, occitans, pour ne citer qu'eux. Si bien que si demain ces peuples faisaient sécession avec le pouvoir central, il n'y aurait plus d'Hexagone. La France, c'est un État sans peuple. Nous sommes des peuples sans État. La France s'autoproclame patrie des droits de l'homme, mais en vérité, elle nie le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, parce qu'elle a toujours préféré le droit des mêmes à disposer des peuples. Alors, si l'Hexagone est une illusion, quelque part on peut dire que l'identité française, elle aussi, est une illusion. L'identité française, c'est un spectre qui a hanté nos patries charnelles grâce à sa langue, mais concrètement c'est du vent. Parce que la culture française est une culture écrite. Qui dit culture écrite dit culture de bourgeois, culture de caste. Une caste qui tient les rênes parce que sa vision du monde n'est absolument pas méritocratique. Ils embrouillent tout le monde avec leur langue ultra complexe, conçue pour eux-mêmes et par eux-mêmes, si bien que il n'y a pas d'esprit de corps en France. Et tout le monde, quelque part, est un peu français à sa manière. Nous ne sommes pas français. Nous sommes juste francophones. Et cette francophonie, finalement, c'est l'ironie du sort. C'est grâce à cette francophonie que l'on peut communiquer aujourd'hui entre peuples qui, au départ, n'ont pas la même langue. Alors, certains Français ne supportent pas l'idée d'entendre parler d'indépendance. Ils ne supportent pas l'idée que l'on ne les considère pas comme des exemples. Ils ne supportent pas l'idée que l'on veuille se séparer d'eux. Mais cette France-là est semblable à une femme possessive. Elle n'aime pas, elle veut être aimée. Elle veut qu'on l'amuse, elle veut des compliments, elle veut bien qu'on la surprenne agréablement, mais à condition d'être toujours au centre de l'attention. C'est ça la France. Alors, si l'Hexagone est une illusion, si l'identité française est une illusion, quelque part, le nationalisme français aussi est une illusion. Bien qu'il compte des éléments brillants et lucides, il n'en reste pas moins en apesanteur, parce que on en voit certains parler de réconciliation avec les descendants d'immigrés, mais en réalité, la première réconciliation, c'est celle que l'on fait avec son propre peuple, en premier. Qui dit patriotisme dit forcément enracinement. Un patriote, c'est quelqu'un qui est enraciné, ou bien quelqu'un qui aspire à être enraciné, se réenraciner. Mais pour être véritablement enraciné dans l'Hexagone, il faut se sentir issu de ces fameuses patries charnelles sans lesquelles l'Hexagone n'existerait pas. Si bien que le nationalisme français a beau vouloir être patriote, mais leur patriotisme empiète sur nos patriotismes à nous, quelque part. Leur nationalisme à eux ne peut pas aller au-delà de leur fantasme de déraciner. Parce que on ne peut pas être anti-mondialisme tout en ne jurant que par la République jacobine. Parce que la République jacobine, c'est le mondialisme à l'échelle hexagonale. Alors, certains Français belliqueux nous gonflent avec le passé glorieux de leur empire. Ils oublient que sans la participation des Corses, entre autres, leur empire n'aurait pas été aussi glorieux.
Ils oublient souvent l'origine de leur empereur. Mais l'ironie de l'histoire, c'est que cette France-là, aujourd'hui, est colonisée par les descendants de leurs anciennes colonies, de ces anciennes colonies. Et quand ils se baladent dans leurs banlieues pourries, ils se le rangent dans la poche, le passé glorieux de leurs ancêtres, parce qu'ils baissent les yeux au quotidien devant les immigrés. Pour eux, il n'y a pas de peuple corse, pas de souci. Mais chez nous, l'honneur de nos ancêtres fait que l'on garde la tête haute devant les étrangers. Et on a envie de leur dire, à ces Français arrogants, qu'avant de parler de la Corse, il ferait mieux de récupérer leur Seine-Saint-Denis. Parce que chez nous, ce modèle de société où règne délinquance et incivilité, dû essentiellement à l'immigration, n'est pas prêt de prendre forme. Comme l'a expliqué mon camarade. Et l'un des événements qui illustre un peu le fossé qui existe entre les hexagons, c'est les tenants du concept hexagonal, et les Corses, c'est donc les jardins de l'empereur, où on a vu donc des racailles étrangères agresser violemment des pompiers le soir de Noël. Entre nous, il faut vraiment avoir un QI bridé à 70 pour oser s'attaquer à nous le soir de Noël sur une terre encore imprégnée de christianisme. Mais bon. Et comme l'a expliqué mon camarade, fait unique en Europe de l'Ouest, on a vu la population autochtone se mettre en colère et aller demander des comptes directement dans leur quartier. Alors on a reproché des propos racistes, on a reproché de faire des amalgames. Mais entre nous, soit on est en colère, soit on ne l'est pas. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que chez nous, nous n'avons pas le même sens de priorité que les Français. Alors, on a entendu, enfin certains se sont donc indignés de cet élan de colère, mais les courageux casseurs sont restés calfeutrés. C'est ce qu'ils avaient de mieux à faire d'ailleurs, comme l'a dit mon camarade. Et la presse, en fait, a préféré relayer le saccage d'une mosquée, alors que c'était juste la devanture d'un local, un local associatif, dont l'enquête a révélé qu'il s'agissait d'un culte musulman, un lieu de culte musulman. La presse s'est empressée de relayer le saccage d'une mosquée et a passé sous silence l'agression de la veille et les propos racistes qui étaient « sale Corse, vous n'êtes pas chez vous ici ». On a donc assisté à un déferlement de haine médiatique à l'encontre d'un petit peuple européen qui ne veut pas se laisser faire et qui refuse que son décor finisse par ressembler à ces ambiances crasseuses des banlieues françaises. Alors, comme il a été dit plus tôt, cet événement intervenait quelques jours après l'élection des nationalistes. Alors certains ont crié au complot de l'État, d'autres ont parlé de manipulation de l'extrême droite. En fait, il n'en est rien. C'est juste le réel qui a rattrapé tous les fantasmes des vivres ensemblistes, de la poignée de vivres ensemblistes insulaires. Et l'État a été pris de court par la révolte spontanée populaire. Alors, on a appris à ce moment-là, finalement, pour résumer, que les étrangers de Corse étaient aussi corses que nous. Alors évidemment, en coulisses, personne ne le pense une seule seconde. Mais cela démontre un peu les limites du nationalisme institutionnel, parce que quand certains passent leur temps à rechercher dans les yeux de ceux qui nient notre existence la reconnaissance, sont obligés à la fin de se présenter en odeur de sainteté à la table des négociations avec les maîtres. Mais enfin, ces événements ont permis de prendre conscience que, au-delà des propos délirants d'une minorité, d'une poignée d'antiracistes, il y a les réalités socio-culturelles de la Corse. Parce que, officiellement, le peuple corse serait, selon ce que certains répètent religieusement dans l'île,
une communauté de destin. Mais ce concept qui est né dans les années 80 est vraisemblablement né dans les loges. Ce concept n'est que la version insulaire du multiculturalisme hexagonal. Et à vrai dire, le concept de communauté de destin ne tient pas la route une seule seconde parce que, à longueur d'année, on crie à la colonisation de peuplement. Mais entre nous, ça sert à quoi de parler de colonisation de peuplement si au final, tout le monde finit par se transformer en Corse au terme de quelques années de résidence? Finalement, le concept de communauté de destin est une négation de la colonisation de peuplement. Donc quelque part, ceux qui tiennent ce concept-là font preuve d'une forme d'aliénation au dogme de l'oligarchie mondialiste. C'est pourquoi je disais qu'au-delà de ces propos délirants, il y a les réalités socio-culturelles de la Corse qui s'imposent en tout lieu. Certains ont beau marteler que la Corse a toujours fabriqué des Corses. Leur vision de l'identité, finalement, est semblable, est assez matérialiste, finalement, parce que, à l'image de ces raffineries agroalimentaires qui fabriquent des produits à la chaîne destinés à la grande consommation, en vérité, la Corse a toujours enfanté des Corses. Et je précise bien enfanté, et non pas fabriqué. Tout simplement parce que les hommes et les femmes qui sont arrivés chez nous, et je précise encore les hommes et les femmes, et non pas les peuples, parce que comme disait Dominique Vénère, un peuple peut intégrer l'individu, mais il n'intégrera jamais les communautés, les populations. Ces hommes et ces femmes qui sont arrivés chez nous avaient des points communs avec les Corses. Ils étaient la plupart du temps européens et chrétiens. Et s'ils ont fini par embrasser la Corse, c'est tout simplement parce que on entre chez les Corses par la famille. La famille. Alors maintenant, osons prétendre que les dizaines de milliers d'étrangers, toute origine confondue, qui sont arrivés chez nous, sont entrés chez les Corses par la famille. La vérité, c'est que la beauté des peuples réside aussi dans leur aspect physique. Et entre nous, le peuple corse n'est réellement lui-même que dans sa latinité. Alors, pour contrer cette idéologie globaliste, nous avons décidé, entre compatriotes dissidents, de synthétiser cette idée de socle ethno-culturel commun autour du générique politiquement incorrect de Sangue Corsu. Sangue Corsu, le sang corse. Un générique qui a vocation à faire un effet d'électrochoc vis-à-vis des Corses anesthésiés par la propagande métissolâtre et le concept fumeux de communauté de destin. Un générique qui vise en premier lieu la diaspora, qui est malheureusement devenue une sorte de nébuleuse dans laquelle il devient difficile d'y reconnaître ses petits parfois, afin de rappeler les liens indissolubles qui unissent les Corses, ou qu'il leur soit donné de vivre au gré des aléas de l'histoire. Nous partons du principe que, à l'heure de l'effondrement économique et spirituel de l'Occident, à l'heure de la crise migratoire, à l'heure du conflit de civilisation, il est plus que jamais nécessaire de se mettre à l'abri et de faire un retour aux racines, un retour à la terre, parce qu'on n'est jamais mieux en sécurité que chez les siens. Cela implique le rejet de la francisation, cela implique le rejet de la société où l'on voue un culte à la surconsommation. Cela implique le rejet de la société pompeusement appelée multiculturelle, mais qui est en réalité multiproblématique. Une société qui découle de la logique remplaciste du capitalisme sauvage, dans lequel les hommes, finalement, n'ont pas plus de considération de valeur que des marchandises. L'heure n'est vraiment plus à parler de communauté de destin.
Il est véritablement à parler de destin de notre communauté. Alors, le destin de notre communauté, de nos communautés, réside dans le fait de transmettre la vie. Parce qu'un peuple ne peut assurer sa survie sur la base de populations qui ne représentent pas la continuité de ce qu'ont été ses ancêtres. Parce qu'on ne peut greffer la mémoire des uns sur la mémoire des autres. Alors, la haine de soi fait des ravages en Europe de l'Ouest. Le suicide européen réside aussi dans le fait de préférer l'étranger à son propre peuple. Trop d'Européens sont devenus des sortes de narcissiques mentaux en essayant de se persuader qu'ils étaient de bons humanistes ouverts et tolérants, alors qu'ils méprisent au préalable leur propre peuple et civilisation. Pourtant, se soucier d'abord des autres, sans au préalable se soucier d'abord des siens, c'est vraiment de l'hypocrisie. Mais en réalité, leur préférence pour les autres leur sert juste de carburant afin de rejeter leur propre peuple. Ils sont les vrais racistes. Parce que, évidemment, qui peut le plus, peut le moins. Alors préférer les siens, ça n'implique pas forcément, même pas du tout, de mépriser les autres. C'est simplement le bon sens des priorités. Parce que comment vous dire? Un noyé ne peut sauver un noyé. Individuellement, on a tous le devoir, on a tous un cœur, on a tous une conscience, on a tous le devoir d'aider son prochain, donner sa chemise, mais dans le combat de l'anéantissement, contre l'anéantissement des cultures et identités, c'est à chacun de faire sa part. Alors, je vais terminer, chers camarades, en vous disant que l'avenir de notre civilisation dépendra de la capacité de nos peuples à se reproduire, à faire des enfants et à s'armer, dans tous les sens du terme, s'armer. Bien sûr. Si nous voulons que nos traits, notre mémoire, nos mémoires, nos cultures continuent à vivre à travers les générations futures, ce devoir, nous le devons envers nos ancêtres, nous le devons envers nous-mêmes et nous le devons à Dieu. Merci à tous.